RFM midi, le grand journal. À la une, la réaction de la Cypress après l'effondrement d'une maison à Rufisque-Ouest, 5 morts. La société immobilière se dédouane. Vous entendrez sa patronne Anna Diaba. Nouveau renvoi du procès sur le crash d'un avion de Sénégal Air en 2015. L'impatience des familles des victimes, cela fait bientôt 8 ans que l'accident est survenu. Et puis le lancement ce matin des assises nationales sur les médias des Sénégalais, les médias sénégalais. Le dernier rendez-vous de cette édition Point de vue, le débat du jour, le sommet des BRICS, le groupe des 5 qui a admis 6 nouveaux pays et pas de Sénégal. Le grand journal sur RFM, le journal international de Georges Diop, lendemain de la mort d'Evguine Prigojine. Rendez-vous avec Chertidiane Diagne pour l'actualité des sports. C'est le grand journal. Donc, bienvenue, bonjour à tous. Et puis, on ne compte plus les cas de suicide dans le département de Bambey, notamment dans la zone de Ngoy. Après plusieurs cas notés, un 12e en l'espace de quelques jours enregistré ce matin. C'est un père de famille qui s'est donné la mort. Les précisions de Babacar Diouf. Ousmane Gueye, 73 ans, s'est donné la mort par pendaison ce matin au village de Pengoy, dans le département de Bambey. C'est à la sortie du village que son corps sans vie a été aperçu pendant sur un arbre. Un cas qui porte le nombre de morts par suicide dans la commune de Ngoy à 12. Selon des informations dignes de foi, 2 membres de la famille de la victime ont perdu la vie par suicide. Il s'agit de sa mère et de son grand frère qui se sont suicidés en un moment de leur vie. Tout porte à croire que dans cette famille, il y a un esprit qui pousse les gens au suicide. Mais il faut retenir que seule une enquête sérieuse pourra déterminer les vraies causes de ces suicides. Bambey, RFM, Babacar Diouf. RFM, la radio de toute l'actualité. Adaro Tchamen, c'est dans la commune de Makayop. Un homme de 30 ans a perdu la vie aujourd'hui après avoir reçu une décharge électrique. 2 autres personnes ont été blessées par l'électrocution. Détail de notre correspondante à Kafrine Ndeye Awa Bey à suivre prochainement sur cette antenne. Les interrogations toujours ce matin après l'effondrement d'une maison à la cité Cypress près de Zakmbao dans la commune de Rufisque-Ouest. Des maisons construites donc par la société immobilière de la Presqu'île. Cypress, c'était en 2015. Jointe au téléphone, la responsable de la Cypress précise que toutes les normes ont été respectées, mais seulement ce sont les acquéreurs qui procèdent à des modifications des constructions sans le moindre avis technique. Anna Diaba, la patronne de la Cypress, au téléphone de l'âge de Goudjen. J'ai appris avec beaucoup de consternation le drame qui est intervenu hier dans la villa 191 du lotissement de Al-Azhar que nous avons livré depuis le 29 juin 2015. Depuis le 29 juin 2015, cette villa a été livrée. Nous n'étions pas au courant de travaux entrepris par le propriétaire. Traditionnellement, nos clients se rapprochent de nous quand ils veulent faire des travaux modificatifs. Nous leur donnons les plans de béton armé visés par le bureau de contrôle et nous sommes très surpris par les photos qu'on a vues sur les travaux entrepris tout autour de l'édifice principal. Nous ne comprenons pas. Est-ce que ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation de construire? Est-ce qu'un ingénieur, le propriétaire s'est entouré des compétences d'un architecte et d'un bureau de contrôle comme traditionnellement? Est-ce que l'immeuble qui était contigu en cours de construction sur l'assiette de la villa avait été autorisé? Vraiment, nous ne comprenons pas comment tout ça a pu arriver et nous réitérons nos condoléances aux familles qui ont perdu un des leurs. L'enquête ouverte par la police hier pourra dire exactement, certainement, ce qui s'est réellement passé. Autre réaction ce midi, le maire de Rufisque-Ouest, Alioune Mar. C'est un drame. Nous tous, nous déplorons ce qui s'est passé. Donc, au total, vous avez déjà annoncé le bilan, mais nous avons 2 rescapés quand même. Nous avons un étudiant qui venait pour faire des travaux et avoir quelque chose qui est sorti vraiment blessé. Mais ce qu'il faut signaler également, nous avons un enfant de 15 ans
qui est parmi des décédés. Alors cet enfant de 15 ans ne travaillait pas, mais juste le temps d'aller apporter à l'étudiant que j'ai cité tout à l'heure, d'aller apporter son petit déjeuner et hop, le bâtiment s'écroule. Donc en fait, c'est une très grande difficulté. Nous n'avons pas encore toutes les causes techniques par rapport à ce qui s'est passé. Nous ne savons pas encore l'entrepreneur parce que la particularité est que c'était un logement qui a été acquis par une Gambienne qui par la suite a revendu. On ne sait pas l'acheteur pour l'instant et on ne sait pas aussi l'entrepreneur qui était proposé au travail, mais qui avait proposé le travail aux gosses. Mais comme qu'il y a des rescapés, certainement d'ici ce soir, d'ici demain, là, il fera beaucoup plus lumière. Témoignage recueilli par Anna Rocha-Aliounmar, le maire de Rufisque-Ouest. Et puis cet énième renvoi du procès sénégalaire, c'était ce matin, le procès de cet accident d'avion survenu au large de Dakar le 5 septembre 2015. Cette collision entre ce petit avion ambulance et un Boeing 737 de la compagnie équato-guinéenne Ceiba. Les 7 passagers du petit aéronef de Sénégalair n'ont pas survécu au crash. Ils étaient 3 Sénégalais, 2 Algériens, un Congolais et un Français à bord. Ils avaient quitté Ouagadougou pour Dakar pour une évacuation sanitaire. Les familles des victimes vont encore prendre leur mal en patience avant de connaître la vérité judiciaire. Un rapport du Bureau d'analyse et d'études avait déjà relevé plusieurs manquements, notamment sur les aptitudes techniques de l'appareil de Sénégalair. Bientôt 8 ans et toujours pas de procès. Nafissatou Silla. Moult renvois depuis 2 ans, une situation insoutenable pour les familles des victimes. Même sort ce matin au tribunal correctionnel de Dakar. Elles sont éconduites, nous dit Al-Hassan Anne, expert aéronautique, ancien chef de maintien à Sénégalair et témoin dans cette affaire de crash. Les rapports techniques et judiciaires ont été déjà établis. Des inculpations ont été prononcées. Depuis bientôt 2 ans, nous n'en sommes qu'à la procédure, à la phase procédure mise en état. À chaque fois, c'est des renvois. Les familles de victimes, les témoins, ceux qui ont été inculpés viennent se présenter et au final, on ne fait que renvoyer. Il s'agit quand même de victimes, de personnes qui ont disparu sous les eaux depuis bientôt 8 ans. Il s'agit d'une catastrophe aérienne qui n'aurait jamais dû se produire. L'expert aéronautique fustige les lenteurs notées dans ce dossier. Aucune explication tangible ne leur est donnée, selon Al-Hassan Anne, alors que dans d'autres cas, la cadence est accélérée. On dit souvent que le temps de la justice n'est pas le temps des justiciables. On a vu ici des dossiers précipités, jugés en un temps record. Ce dossier n'est pas moins important que cela. Il faut absolument que, quand même, les autorités judiciaires fassent le nécessaire pour que cette affaire soit vidée. Pour l'heure, cette affaire est renvoyée au 28 octobre prochain. Les familles des victimes et les témoins cités dans cette affaire n'en peuvent plus d'attendre. Ils interpellent l'État du Sénégal pour que lumière soit faite pour de bon et que les responsabilités soient situées. Merci d'écouter le grand journal RFM midi 8. RFM 94.0, la radio en puissance. Le foncier à l'origine de beaucoup de conflits sur toute l'étendue du territoire sénégalais dans 138 communes. Le projet cadastre et sécurisation foncière, le PROCASEF, a dénombré 42 milliards de francs CFA de plaintes, si on évaluait toutes ces plaintes déposées auprès de lui. Des contentieux fonciers qui ont été évoqués ce matin lors d'une rencontre à Dakar, dans un hôtel sur la corniche ouest. Il s'agit notamment d'un atelier où le traitement de ces réclamations et autres plaintes a été lancé. Koumbasanyan Faye. La terre appartient à tout le monde et tout le monde veut gérer, tout le monde veut avoir un lopin de terre pour travailler. Le foncier toujours au cœur des conflits en milieu rural comme urbain. Des plaintes s'ensuivent, d'où la nécessité d'une mise en place d'un cadastre national. Financé au coût de 42 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet cadastre et sécurisation foncière veut taire les contentieux liés au foncier. Mohamedou Moustapha Dia est le coordonnateur du projet. Face aux conflits fonciers, il faut des mécanismes de prévention et de gestion de ces conflits. Plusieurs étapes
pour régler ces conflits-là, au niveau local, au niveau régional, mais également au niveau national. Donc l'objectif du comité national, c'est d'intervenir si les comités au niveau des régions ne parviennent pas à résoudre au plan local les difficultés et les litiges fonciers. Ce qui constitue un ouf de soulagement pour le monde rural, Major Mamadou Faye est le président des chefs de village du Sénégal. Ce qui constitue un ouf de soulagement pour le monde rural, Major Mamadou Faye est le président des chefs de village du Sénégal. Donc la population augmente, la terre diminue. Donc il faudrait quand même que tout le monde puisse avoir un lopin pour travailler. Et voilà les catastrophes, voilà les difficultés pour que tout le monde puisse avoir un morceau de terre pour travailler. Le comité national de gestion des plaintes, CNGP, se charge du traitement des plaintes et réclamations liées aux interventions du Procasef. Et ce bras de fer, toujours entre les agents collecteurs de taxes municipales de la mairie de Keur Massar et les commerçants du marché de Malika Montagne qui refusent toujours de payer la patente. Le maire de la commune est ferme. Le maire de la commune de Keur Massar Nord, Adama Sarr, persiste et signe ce marché sur son territoire communal. Il ne peut pas y avoir de conflit parce que le décret qui délimite les communes, le décret est clair. Il y a un décret du président de la République qui délimite les communes avec des coordonnées X, Y, Z précises au centimètre près. Donc il ne peut pas y avoir de confusion. Le marché montagne fait partie de la commune de Keur Massar Nord. Quelque chose que nous avons, c'est notre bien, c'est un bien de la commune de Keur Massar Nord et nous allons en tout cas collecter les impôts qui vont découler de ce marché. Ce n'est pas les commerçants qui le disent. Il y a des personnes mal intentionnées, des politiciens encagoulés qui disent que ça fait partie. Mais je pense que la commune de Malika, quand on était en tout cas à la police, ils ont dégagé leurs responsabilités. Ils ont carrément dit que ce n'est pas la commune. Le découpage administratif est une compétence du président de la République du Sénégal qui a fait un découpage le 28 mai 2021, qui a découpé la commune de Keur Massar Nord, la commune de Keur Massar Sud, la commune de Malika et les autres communes du Sénégal, avec des coordonnées X, Y, Z très fixes, des coordonnées précises au centimètre près. Donc il ne peut pas y avoir de confusion en tout cas. Le syndicat des agents des impôts et domaines dit continuer à se battre pour la libération de leur collègue Bassirou Diomaye Faye, responsable au parti dissous PASTEF, en prison depuis plusieurs mois. Mais ces syndicalistes privilégient la voie de la négociation. Ils soulignent des avancées dans les pourparlers avec la direction générale des impôts et domaines. Badara Gueye, le secrétaire général du syndicat des agents des impôts et domaines avec El Hadj Ndiogou Diène. Suite aux journées de grève qu'on avait tenues il y a de cela quelques semaines, on avait entamé avec l'autorité d'une négociation qui commence quand même à porter le fruit, notamment du point de vue matériel. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail de nos collègues. Il y a l'aspect dotation en matériel de bureau. Il y a également l'aspect dotation en matériel informatique. Ce qui reste encore, c'est peut-être du point de vue des services du cadastre, les outils de travail dont ils doivent disposer. Pour cela, il y a également une promesse de la part de l'autorité que d'ici à la fin du mois d'octobre, il y aura un commencement de dotation, notamment en véhicules et en matériel comme les drones ou les stations totales, etc. La libération de votre collègue Bassirou Diomaye Faye était votre cheval de bataille, mais aujourd'hui, on a l'impression que vous l'avez lâché, vous n'en parlez plus. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'un relâchement sur ce point, parce que comme je l'avais dit, tous les points qui étaient sur notre plateforme revendicative faisaient l'objet de négociations. Et aujourd'hui également, la libération de Bassirou est aujourd'hui encore une question que le syndicat prend en charge. Il se trouve que, comme pour les autres points de revendication, nous menons également des négociations allant dans ce sens. Mais parfois, il n'est pas toujours possible de communiquer sur certaines démarches que nous entreprenons. C'est pour cette raison qu'il y a une sorte de silence, mais ce n'est pas un abandon de ce point de revendication. Il a été déposé ce matin la lettre de protestation de la plateforme dénommée Chemin de la Libération, lettre déposée au siège du ministère de l'Intérieur pour protester contre ce que
Les animateurs de la plateforme appellent les atteintes systématiques aux droits et libertés des citoyens au Sénégal. L'un des porte-parole Daouda Gueye, joint au téléphone par Babacar Junior Fall. Nous avons introduit encore des lettres d'information et comptons manifester 26 et le 27 dans 19 départements du Sénégal pour dénoncer n'est-ce pas, donc, les arrestations arbitraires et les détentions donc, des détenus politiques, mais également pour exiger la libération de tous les détenus politiques, la libération du chef de l'opposition sénégalaise, M. Ousmane Sonko, mais aussi l'arrêt total de la chasse aux militants et aux citoyens, et aussi l'arrêt des tortures qui sont donc effectuées sur ces citoyens-là. Et donc ce matin, nous sommes allés au ministère de l'Intérieur pour déposer une lettre de protestation, et dans une ambiance kafkaïenne avec plus de 300 policiers déployés à l'intérieur et à l'extérieur du ministère de l'Intérieur. Et quand nous sommes arrivés, les véhicules ont été photographiés, les camarades qu'on a envoyés également pour effectuer le dépôt, pour éviter toute confrontation évidemment, parce que nous sommes dans une démarche pacifique. Les manifestations que nous avons déclarées sont des manifestations pacifiques, donc ont été raccompagnées jusqu'à leur véhicule qui a été donc immobilisé à 300 mètres du ministère. Tout cela, n'est-ce pas, donc, qui nous paraît surréaliste, mais également dénote un peu de l'ambiance répressive qui règne dans notre pays et que nous dénonçons. Et puis, c'est l'un des titres de ce grand journal, le lancement officiel des Assises nationales des médias. La cérémonie se tient d'ailleurs toujours à la maison de la presse Babacar Touré à Dakar. Des assises qui, selon le secrétaire général du SYNPICS, le SYNPICS c'est le principal syndicat des journalistes et techniciens du Sénégal. Selon le patron du SYNPICS, même si tout n'est pas parfait, un grand pas vers l'idéal de la perfection vient d'être posé. Le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, avec Boubacar Dieng. Au moment où nous parlons, certains parmi nos confrères font face à la maladie et à l'impossibilité de disposer de soins médicaux, lâchés par leur employeur dont certains n'ont simplement pas les moyens de faire face à cette obligation. Au moment où nous parlons, d'aucuns organisent ou s'organisent dans le tong-tong quotidien des transports et autres périodes. Au moment où nous parlons, la quête du trafic, du nombre de clics ou du nombre de vues fait que beaucoup foulent aux pieds les règles les plus élémentaires et surtout la règle la plus fondamentale, la responsabilité. Au nom de la liberté d'expression, soyons attentifs aux critiques, suggestions, contributions. Soyons même attentifs aux donneurs de leçons, dont certains arrivés dans ce métier généreux, poursuivant des desseins autres que sacerdotaux, ne manqueront pas de tourner en dérision cet exercice. Soyons endurants. Écoutons et choisissons avec objectivité et réalisme ce qu'il faudra entendre pour qu'au final, ces assises soient un succès. Sachons que même si tout ne sera pas parfait, une étape vers l'idéal de la perfection est franchie aujourd'hui. RFM. L'actualité internationale. Le journal international, c'est avec Georges Diop. Bonjour. Bonjour Babacar. La crise au Niger et le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères est en visite à Niamey. Selon un communiqué du ministère, cette visite de Lounès Maghraman s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Algérie pour trouver une solution à la crise au Niger afin d'épargner à ce pays, à la région dans son ensemble davantage de dangers. Un déplacement de Lounès Maghraman alors que son ministre de tutelle a entamé hier une tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Cela dans le but d'expliquer la position de l'Algérie et pour tenter de faire écarter l'option militaire envisagée par la CEDEAO. Au Mali, le plan de retrait de la MINUSMA se poursuit et les acteurs se projettent déjà dans l'après-MINUSMA. Une délégation des Nations Unies et du ministère des Affaires étrangères ont échangé sur la sécurisation des autres agences des Nations Unies à Bamako après le départ de la MINUSMA. Zanga Abdoulaye Ouattara. C'est pour parler avec pour objectif de rechercher les voies et moyens permettant la sécurisation des agences des Nations Unies au Mali après le départ de la MINUSMA. Ces agences sont entre autres l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial PAMA et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Jules Michaud est le secrétaire général adjoint en charge de la sûreté et la sécurité des Nations Unies. Parce que les Nations Unies sont commises à continuer à supporter la population malienne. Pour nous, encore une fois, c'est l'esprit de collaboration qui existe depuis des années et qui continue à se manifester. Les autorités maliennes rassurent que la protection de ces institutions fait partie des plans déjà tracés. Cependant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, insiste sur le respect des modalités et autres paramètres de retrait comme convenu. Nous avons donné des assurances que le Mali va continuer à assurer leur sécurité. Nous avons
indiqué que pour que tout ça aussi se passe bien, il est important que l'avant-sortie de la MINUSMA aussi soit gérée de manière adéquate dans le délai du 31 décembre qui a été convenu. Le plan du retrait de la MINUSMA a démarré en juillet dernier et se poursuit sur l'étendue du territoire national jusqu'au 31 décembre prochain. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Le Soudan, avec ses violents combats pour le contrôle d'une base militaire à Khartoum. Oui, d'intenses combats entre l'armée et les forces de soutien rapide depuis 4 jours maintenant. Les paramilitaires tentent de déloger les soldats de la base d'Al-Shazara. Khadijatou Anne. Au Soudan, les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdam Daglo ont lancé une nouvelle fois un assaut dans plusieurs quartiers regroupant des unités blindées de l'armée dans le sud de la capitale soudanaise. Les deux camps ont subi des pertes importantes, notamment à Al-Shajara. Ce sont les plus longs combats que le secteur a connus. Depuis lors, l'armée dit avoir repoussé des attaques venant des paramilitaires et l'a assuré à travers plusieurs communiqués et vidéos. Il faut rappeler que la guerre a fait au moins 5000 morts, selon des ONG, même si le bilan réel pourrait être supérieur, puisque dans certaines zones du pays, notamment au Darfour Ouest, il n'y avait ni téléphone, ni Internet et des corps occupaient encore certaines rues devenues inaccessibles. En 4 mois, plus de 4 millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile, selon l'ONU. Son coordinateur pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, a soutenu mardi que les parties devaient cesser les combats afin de laisser passer l'aide. Les routes restent bloquées et les stocks alimentaires volés. Pour l'heure, une très bonne partie de la population soudanaise a besoin d'aide humanitaire pour pouvoir au moins survivre. Au Nigeria, l'effondrement d'un immeuble a fait au moins 2 morts à Abuja. Selon un témoin qui s'est confié à l'agence Reuters, de nombreuses personnes sont coincées avec les secouristes qui évacuent les blessés vers les hôpitaux. Le bâtiment a été utilisé à la fois à des fins résidentielles et commerciales dans le centre-ville de Garki. La mort du chef du groupe Wagner, les enquêteurs sur le site de l'accident. Ils ont fouillé l'épave de l'avion qui s'est écrasé sans survivants. Les enquêteurs ont ouvert une enquête criminelle, mais il n'y a eu aucune information officielle sur les causes de l'accident, ni même une confirmation officielle de la mort de jeune Prigojine, hormis une déclaration des autorités aériennes indiquant qu'il était à bord de l'avion. L'appareil, un avion d'affaires Embraer Legacy, n'a montré aucun signe de problème jusqu'à une chute abrupte dans ses 30 dernières secondes, selon des données de suivi de vol. Un responsable de Flight Radar 24 a confié à Reuters que l'avion a effectué une soudaine descente verticale. En 30 secondes environ, l'avion avait chuté de 8000 pieds par rapport à son altitude de croisière de 28 000 pieds. Prigojine, un crash et des interrogations. Les BRICS, Georges Deshigueux pour terminer. Les BRICS accueillent de nouveaux pays membres. Ce sont au total 6 pays qui ont été acceptés dans ce club jusqu'à présent fermé, dont 2 du continent africain. L'Égypte et l'Éthiopie font leur entrée avec l'Argentine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Annonce faite ce matin par le président sud-africain durant le 15e sommet des BRICS qui se tient actuellement à Johannesburg. Cyril Ramaphosa a précisé que leur adhésion prendra effet au 1er janvier 2024. Merci, Georges Deshigueux. C'était le journal Parole aux militaires. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et justement, un point de vue sur les BRICS en sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud, et les 6 pays membres, nouveaux membres de cette organisation, le groupe des 5. Le Sénégal n'en fait pas partie. Analyse tout à l'heure avec nos 2 intervenants. RFM Sport. Les sports, c'est un journal présenté par Chertigan Diagne. Bonjour Chertigan. Bonjour à vous Babacar. Génération Foot réagit à la programmation de la finale de la Coupe du Sénégal en même temps que son match de dimanche en Ligue des Champions. Oui, il faudra préciser qu'il s'agit de compétitions interclubs auxquelles doit prendre part l'équipe de Génération Foot et c'est programmé justement le même jour que la finale de la Coupe du Sénégal, dimanche prochain, respectivement au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et la Dior de Thiès. Une coïncidence qui pourrait être défavorable aux académiciens de Denis Birando qui vont accueillir Afia FC de Conakry. GF ne compte pas non plus baisser les bras et veut réussir le défi de la mobilisation et de la participation. Nous avons joint ce matin son président, Madi Touré. Ça peut être une réaction positive. Pourquoi c'est positif? Parce que c'est l'État du Sénégal donc, qui a demandé à
venir présider la finale. Et comme que le Sénégal, ça fait pendant plusieurs années, on n'a pas pu organiser une finale à la présence du chef de l'État. C'est pour cela peut-être que ces gens-là ont précipité de cette occasion pour pouvoir vraiment organiser cette finale le même jour. Bon, c'est très regrettable parce que le fait d'être représentant donc, du Sénégal et qu'on ne puisse pas vraiment avoir l'appui donc, de tout le monde. Et puis j'aurais souhaité aussi que toute la fédération soit à nos côtés pour qu'on puisse vraiment pousser Génération Foot à la qualification donc, du deuxième tour. Bon, c'est très regrettable. Bon, moi, je me suis dit aussi, peut-être, il n'y a pas eu de concertation pour pouvoir, juger l'importance de ce match. Et je trouve ça dommage, et voilà. Comment comptez-vous vous y prendre pour juguler tout cela, puisque nous le savons, vous avez également besoin d'un soutien du public aussi? Mais là, nous sommes en train de se préparer et puis de mobiliser toute la ville de Thiès. Et puis peut-être il y aura d'autres personnes qui vont pas à la finale. Hein. Donc voilà, et il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés qui vont venir pour soutenir dimanche. Nous allons jouer à 19h et ce sera, je dirais, une belle rencontre. Et nous avons décidé même de faire l'entrée gratuite. GF Afia FC, c'est prévu pour dimanche prochain donc au stade Lat Dior de Thiès, tout comme Jaraaf Stade de Mbour, prévu au stade Diamniadio. On parle d'athlétisme et pas de médaille pour les Sénégalais au Mondiaux de Budapest. Oui, ils n'ont pas, les Mondiaux de Budapest n'ont pas souri aux Sénégalais. Sangoné Kanchi au triple saut et lui, François Mendy au 110 mètres et n'ont pas atteint leur objectif. Certains parlaient d'échec, mais pour notre confrère spécialiste de la discipline, Mbaye Jacques Diop, c'est vraiment pas un échec. On l'écoute. Le garçon, il est jeune, il venait quand même de réaliser des performances extraordinaires pour avoir battu cette année-ci 3 fois son record. Et au-delà de ça aussi, il faut reconnaître que lors des séries qualificatives pour les demi-finales des championnats du monde à Budapest, il avait réalisé le 2e meilleur temps parce qu'il avait, je pense, à mon avis, couru en 13-24. Donc cela veut dire qu'il pouvait aller en finale. Parce que quand vous voyez, par exemple, les Français comme, par exemple, William Belloquen qui a couru 13-32 en finale, tout comme aussi Chassa Zoya qui a couru en 13-26, notamment aussi le Suisse en 13-28, cela veut dire que lui avait sa place en finale. C'est vrai qu'il était surexcité de pouvoir quand même réaliser peut-être en tout cas un exploit historique, c'est de s'hisser en finale pour la première fois dans l'histoire, en tout cas des championnats du monde pour un Sénégalais au 110 mètres. Et ce qui n'a pas été le cas, il a été victime de son inexpérience, très surexcité d'en finir, et il était vraiment dans les cordes du manche. J'étais persuadé qu'il allait entrer en finale. Sangoné, pour ceux qui connaissent le triple saut, Sangoné a une très belle course étalonnée. Et au regard de ça aussi, il faut comprendre que Sangoné est gauchère et elle traîne une blessure au pied gauche. Donc ça veut dire qu'elle fait les triples bons avec le pied droit. Et je pense que si vous voyez ses contre-performances lors des Jeux quand même de la francophonie, cela c'est aussi vérifié au niveau des championnats du monde. Cela prouve que ce sont des jeunes qui ont l'avenir devant eux et qui peuvent aller le plus loin possible. Voilà, c'est tout pour les actualités sportives de ce 12h. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne, RFM. Il est midi passé de 28 minutes. Electronic Corp et ses climatiseurs Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. L'effondrement de cette maison à la cité Cyprès, près de Zangbao, dans la commune de Rufisque-Ouest, à la une de la revue de presse de Georges Déthié Diop. La cité Cyprès de Zangbao, sous le choc, pleure ses morts. 5 morts dans l'effondrement d'un immeuble, rapporte Le Soleil, Tribune et Le Quotidien qui parle de ruines et de larmes. L'Observateur, qui fait état d'un drame, souligne que ce sont 5 ouvriers qui ont péri sous les décombres. Le journal indique qu'il y a eu aussi 7 blessés, dont un dans un état inquiétant. Là où le quotidien et Le Soleil évoquent 8 blessés. Le quotidien gouvernemental explique que le drame a eu lieu tôt dans la matinée d'hier sur le chantier du bâtiment qui était en modification. Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la protection civile, Biram Faye, qui était sur les lieux du drame, confie dans l'Observateur que les responsabilités seront situées et des sanctions prises. Des sanctions seront sans doute prises aussi contre les auteurs
l'auteur du sabotage du réseau d'assainissement de Touba. Le Soleil informe que 3 femmes ont été arrêtées par la section de recherche de la gendarmerie. Selon le journal, ce ne sont pas des dénonciations qui ont permis leur interpellation, mais des images d'une caméra de surveillance privée. Sur elle, on voit les mises en cause passer à l'acte. L'affaire des 2 éléments du GIGN impliqués dans un trafic de billets noirs à Saly. Libération rapporte qu'en plus des billets noirs en coupure de $100, les mises en cause avaient par devers eux leurs armes de service et la somme de 3 700 000 francs CFA et en cours légal. À ce propos, l'Observateur informe à sa page 6 que les 3 faussaires sont inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic intérieur et blanchiment de capitaux. Des nouvelles à présent de Ousmane Sonko. Tribune indique que le contrôle judiciaire se dessine pour le leader de l'ex-parti PASTEF. Selon le confrère, le maire de Ziguinchor pourrait retrouver ses dossiers dans la capitale du sud du pays. La médiation du khalife général des Mourides, qui lui a offert des dates pour rompre sa diète, devait aboutir à la mise sous contrôle judiciaire de Ousmane Sonko à la place de sa détention qui va faire bientôt 1 mois. Tribune souligne que le maire de Ziguinchor est présumé innocent. Ousmane Sonko, à qui l'on a notifié sa radiation sur le fichier électoral. Mais quel est le circuit qui a été emprunté pour le lui faire savoir? Le journal Source A rapporte que le commissaire de Dieuppeul, El Hadj Alisso, n'avait pas trouvé Ousmane Sonko chez lui pour lui remettre la notification de sa radiation. Et finalement, c'est le préfet de Dakar qui a transmis la dite notification au directeur de la prison de Sébikotane, El Hadj Alissi, qui à son tour la remettra à Ousmane Sonko dès que ce dernier quittera son lit du pavillon spécial. Source A qui ajoute que le leader de l'ex-PASTEF, qui jusqu'à hier n'a pas goûté les dates du khalife général des Mourides, sera ce jeudi à son 26e jour de grève de la faim. Ce dossier à lire dans le journal Enquête. Répression politique, débat épique. Les intellos croisent la plume entre les écrivains Felwine Sarr, Boubacar Boris Diop et les intellectuels proches du pouvoir. Les débats sont féroces. L'exacerbation des tensions politiques, les clivages et l'anatomie du débat public. Le débat contradictoire est-il possible dans l'espace politique sénégalais? Tentative de réponse à la page 3 du quotidien Enquête. Les sports pour terminer. À la première page du quotidien Stade, irrégularité, inefficacité, blessure, Bamba Dieng, un lion en situation délicate. Seulement 23 buts en carrière, un joueur souvent blessé. Un observateur confie au journal qu'il risque de suivre la CAN devant le petit écran. À la page de titre de Record, gardien de but numéro 1 des Lions, Diaw et Dieng et puis Edouard Mendy. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp et ses climatiseurs Enduro, l'endurance de la qualité, vous ont offert votre revue de presse. Midi 32 et point de vue tout de suite avec nos 2 intervenants pour parler des BRICS et des nouveaux adhérents et le Sénégal dans tout cela. Ibrahima Noureddine Diagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président sortant du think tank African Performance Institute. Et Elhadj Momar Samb, enseignant-chercheur en économie, est avec nous également. Bonjour. Bonjour, c'est Elhadj Mansour. Hein? Elhadj Mansour. Oui, Mansour. Mansour. Pardon, Elhadj Mansour Samb. Alors, Ibrahima Noureddine, bonjour, merci d'être d'un point de vue ce midi. Ibrahima Noureddine Diagne, d'abord, pourquoi ces ensembles G20 ici, BRICS par là? Pourquoi, surtout, les grands, on parle d'économie, se réunissent comme ça, en bloc? Alors, si on analyse un peu comment ces rapprochements sont nés, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe, l'Amérique du Nord, en l'occurrence les États-Unis, et le Japon pacifié avaient besoin de se retrouver dans un ensemble. Ce qui a donné naissance au G5, qui est devenu ensuite le G7, qui est ensuite devenu le G7 plus 8. Ensuite, le moins 8, c'est la Russie qui a été en fait prise et puis rejetée. Et par la suite, voilà, on a des G15, des G20, il y a autant de G que vous voulez, mais ça, c'est centré sur un ordre mondial où il y a des puissances dominantes et des puissances qui participent à l'exercice de domination. Alors, comment est-ce que des pays au milieu des années 2000, vers 2011, ont voulu constituer une alternative? Il faut dire que sur le plan politique, cette alternative existait déjà avec la conférence de Bandung et le mouvement des non-alignés. Et encore aux Nations Unies, vous avez des groupes de 15, de 70 pour pouvoir peser politiquement contre l'hégémonie occidentale.
Et lorsque ce groupe a été créé, c'était en fait un moment où la Chine n'était pas une superpuissance économique et financière et commerciale comme elle l'est aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous savons qu'il y a une transition en matière de géopolitique et qu'il y a aussi une transition en matière économique. Et on a remarqué au sommet de Johannesburg, l'Inde qui ne veut pas que la Chine soit le number one de ce bloc, les BRICS. On a vu le discours du président indien qui dit que la principale force, en filigrane, il dit la principale force des BRICS, c'est bien l'Inde pour lui. Oui, il faut savoir que l'Inde est affiliée aux États-Unis. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, l'Inde joue ce rôle pour contrarier une hégémonie chinoise, parce qu'on passe d'une hégémonie à l'autre. Et l'Inde, quand même, qui est un pays qui est devenu plus peuplé que la Chine, mais qui gère encore de gros problèmes d'infrastructure et également de répartition de la richesse. Merci Ibrahim Noureddine Diagne. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure. Elhadj Mansour Samb, ces chocs entre grands et les Africains dans tout cela, même s'il y a l'Afrique du Sud dans les BRICS originels, maintenant l'Éthiopie y adhère parce que l'Éthiopie fait partie des 6 pays qui ont adhéré ce matin aux BRICS et qui seront membres dès le 1er janvier 2024, l'Éthiopie, l'Argentine et même l'Égypte, l'Iran aussi, ainsi que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, parce qu'entre pays du Golfe aussi, forte concurrence. La place de l'Afrique, le Sénégal pouvait-il prétendre à une place dans ces BRICS-là d'abord? Vous savez, il faut savoir que pour moi, le Sénégal vraiment est loin des BRICS. Il faut savoir que l'Afrique n'a pas encore un gros pouvoir économique. Si tu vois, l'Arabie Saoudite, c'est une grosse économie, c'est plus de 700 milliards de dollars de PIB. Les Émirats Arabes Unis, pareil, ce sont de grosses économies. Aujourd'hui, si tu vois, les pays africains qui ont adhéré au BRICS, c'est l'Égypte et l'Éthiopie. À part le Nigeria, ce sont les seuls pays qui font plus de 90 millions d'habitants. Nous, on est juste à 17 millions d'habitants. Il faut savoir que l'aspect démographique est important dans l'économie. La loi du nombre pèse de son poids dans tout ça. C'est important. Ce sont des marchés. L'Égypte, que ça soit l'Égypte, ce sont des marchés de plus de 90 millions de consommateurs. Et c'est important pour les BRICS. Si vous voyez la Chine domine les BRICS. Aujourd'hui, la Chine, c'est 70% du PIB des BRICS. On ne peut pas comparer ça avec l'Inde. La Chine a fait 70% des BRICS et plus de 1 milliard de consommateurs. Cet aspect, elle est importante. Aujourd'hui, un pays comme déjà, le Sénégal, les 5 premiers membres de l'organisation constituent 40% de la population mondiale. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont 42%, même 42% de la population mondiale et un quart du PIB mondial. Les 5 font 25 000 milliards de dollars de PIB. C'est important. Pour qu'un pays africain puisse adhérer aux BRICS, là, les gens ne sont plus sur l'aspect économique parce qu'ils dépassent de loin les pays africains. Petite curiosité, le Nigeria, la première économie du continent africain qui n'y est pas. Ouais, c'est important. Il y a aussi l'aspect géopolitique. L'aspect géopolitique, c'est important. L'Égypte et l'Éthiopie, de par leur placement géographique, vraiment sont importants pour la Chine et sont importants pour la Russie. L'Égypte aujourd'hui est au cœur de la géopolitique mondiale, là où elle est placée. L'Éthiopie est au cœur de la géopolitique mondiale. Vraiment, ce sont des pays qui sont en train d'émerger et qui sont placés dans des lieux stratégiques où vraiment on peut mettre ce qu'on appelle des représentations militaires et tout. Il faut savoir que le BRICS, ce n'est pas seulement économique. Aujourd'hui, l'Iran a adhéré au BRICS. C'est une victoire diplomatique pour l'Iran aujourd'hui. Un pays que l'Occident avait adhéré et aujourd'hui qui va faire partie d'un bloc qui est très solide. Le BRICS, ce n'est pas seulement de l'économie. On va poursuivre avec tout à l'heure, Elhadj Mansour Samb, vous dites des choses intéressantes. Alors, Ibrahim Noureddine Diagne, ce qui veut dire que pour adhérer à ces blocs de puissants, il y a l'économie, il y a la géostratégie. Lequel domine ou les deux ensemble tout court? Oui, je pense que c'est les deux ensemble. Il faut avoir de l'influence. Si je reviens sur les G, vous avez vu que le Canada, qui est un pays sous-peuplé, à l'époque où ils adhéraient au G, c'était pour faire de la géopolitique, qui est au moins 2 pays en Amérique du Nord. Donc, la question économique est importante, mais ce que les BRICS veulent résoudre aujourd'hui, c'est plutôt un positionnement géopolitique. Et c'est là où vous allez avoir des divergences, parce que certains pays sont très affiliés aux puissances occidentales classiques, notamment aux États-Unis,
Et d'autres pays, comme la Chine, veulent constituer cette alternative. Alors, entre deux, il y a des pays qui se cherchent leur voie. Mais je ne pense pas que c'est une initiative économique, c'est un prétexte économique. Mais en réalité, c'est de la géopolitique pure et dure. Et je pense que l'histoire proche nous le montrera. Et pourquoi les Africains ne se regroupent-ils pas? Pourquoi aller se greffer à ces blocs des gros, des puissants? On a déjà ici des organisations régionales et sous-régionales, UMOA, CEDEAO, Union africaine si on veut, CEMAC en Afrique centrale. Les Africains ont-ils intérêt à aller rejoindre tout de suite les grands pour exister ou à essayer de s'organiser davantage pour poser de leur poids sur la géopolitique mondiale? Mais c'est la grande question. Je pense que l'Afrique doit exister par elle-même d'abord avant de se fondre dans des grands ensembles. Et nous avons du mal à le faire car, quoi qu'on dise, nos égoïsmes nationaux sont là et toutes les constructions économiques ou politiques que nous avons tentées, elles ont fait face à nos égoïsmes nationaux. Donc je pense que le grand défi de l'Afrique, c'est pas d'être ou de ne pas être dans les BRICS. On est invité dans toutes les réunions, n'importe quelle réunion, que ce soit des BRICS ou les G, nous sommes invités. Et on parle des grandes questions du monde. Mais nous ne savons pas parler d'une seule voix. Et nous devrions pouvoir le faire pour peser sur l'économie et sur la géopolitique mondiale. Et là, je me marre, sans nouvelle question pour vous, on termine avec vous sur ça, avant de donner encore la parole à Ibrahima Noureddine Diagne. Les problèmes politiques en Afrique, on l'a déjà dit. Le Sénégal, pour vraiment parler de ce qui nous concerne directement, le Sénégal, son futur pétrole, son futur gaz, son influence diplomatique, parce que de bonnes notes sont distribuées à Macky Sall. Est-ce que le Sénégal pourrait un jour exister? L'Afrique va certainement avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Est-ce que notre pays peut candidater à tous ces postes? C'est important. Comme l'a dit M. Diagne, aujourd'hui, que ça soit l'émergence que je vais pousser, une question de communauté. Un pays comme le Sénégal, qui fait moins de 20 millions d'habitants, même s'il a du pétrole et tout, c'est un pays qui va encore refaire son économie pour pouvoir exister. Parce que le pétrole va venir et va un peu bouleverser un peu le fonctionnement de notre économie. Maintenant, le pétrole va bouleverser. Pour vraiment réaménager l'économie, créer une économie carrément avec le pétrole qui peut être vraiment un moteur, ça va demander 5 ans et quelques. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vois des intercommunautés. C'est-à-dire qu'il faut créer une communauté autour du Sénégal pour avoir une force, pour pouvoir avoir une voix dans le monde. Aujourd'hui, pourquoi la CEDEAO était quelque chose d'intéressant? Parce que la CEDEAO, ça va être 300 millions d'habitants. C'est important, avec un PIB qui va être combien? 500 et quelques, 600 et quelques milliards de dollars. Avec un président qui pourrait parler d'une seule voix et aller conquérir ce que vous voulez dans le monde. Mais avec nos petits pays, chaque pays faisant plus de 20 millions d'habitants, même si on a du pétrole, on a du mal à passer. Un pays comme les Émirats arabes unis, c'est un pays qui fait combien? Qui n'a pas une grande population, mais qui a beaucoup d'argent. C'est comme le Qatar, les Émirats arabes unis, sont des pays qui vont influencer le monde parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent décrocher la Coupe du Monde bien qu'ils ne font même pas 10 millions d'habitants. Il ne faut pas comparer ça avec le Sénégal. Ces gens, ils ont énormément d'argent. Nous, on doit régler beaucoup de problèmes de santé, problèmes d'éducation. Il faut d'abord nous régler nos propres problèmes pour pouvoir briller au niveau international. Et ça, le premier problème qu'il faut régler, c'est le problème de la gestion communautaire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelque chose que nous partageons avec la Mauritanie, ces grandes tortues. Qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser quelque chose avec la Mauritanie et tout ça? Je le dis toujours, l'émergence ne se fera, l'émergence c'est une question communautaire. Ce sont des communautés qui émergent. En Asie du Sud-Est, chaque pays fait moins de 10 millions d'habitants. Mais ils sont en commun et ils travaillent en commun, ils émergent en commun. Ils ont créé des marchés communs, ils sont interdépendants et vraiment ils émergent ensemble. Au Sénégal, nous ne pouvons pas émerger avec la Mauritanie, on a des conflits, nous pouvons émerger avec personne. Et c'est ces conflits entre nous qu'il faut régler pour avoir une place au niveau des BRICS. Ce sont ces conflits entre nous qu'il faut régler pour avoir une place. Ce n'est pas demain la veille, apparemment. Merci en tout cas, Elhadj Momar Samb, enseignant-chercheur en économie. Alors, une minute avec vous, Ibrahima Noureddine Diagne. On a vu tout le monde montrer sa force de frappe. L'Inde, la Chine, n'en parlons pas. La Russie aussi a ses méthodes.
Les pays du Golfe, et là Mansour Samb l'évoquait tout à l'heure, l'Arabie Saoudite qui passe même par le football maintenant pour davantage montrer qu'elle existe bien. Faut-il rêver au Sénégal qui va exploiter du pétrole et du gaz? On aura peut-être un jour des retombées issues de mécanismes à la Aramco saoudienne au Sénégal ou pas? Ou il ne faut pas rêver? Je pense que, excusez-moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut décorréler les choses, parce que la construction d'un pays pour peser sur la géopolitique mondiale est un exercice de longue haleine. Il y a de petits pays, comme vous l'avez vu, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite. Je dis petit parce que comparativement au gros, ça reste une toute petite portion. Mais vous voyez que ces pays ont décidé d'être influents. La Turquie a décidé d'être influente. Et en même temps, il y a un switch parce que les grosses économies européennes et nord-américaines se tassent. Donc, le Sénégal doit être un moteur dans une Afrique. Mais le Sénégal ne peut pas être un moteur à lui tout seul. Et ce moteur-là, pour le devenir, il faut qu'on ait une vision stratégique sur 50 ans, sur 100 ans, parce que ça ne se règle pas en 2 ans, en 3 ans. Je pense que pour l'instant, nous avons le bénéfice d'être un pays respecté et considéré, indépendamment de notre poids politique et démographique. Si nous détériorons cette perception, nous aurons du mal à reconstruire autre chose. Donc voilà un peu le point de vue que j'ai de cette question. Merci en tout cas, Ibrahim Noureddine Diagne, économiste, président sortant du think tank African Performance Institute. C'est la fin de ce grand journal à 12h45. Merci à Lamine et Yacine à la régie, à Matar à la production, réalisation de ce grand journal, Awambay, Elaj Ndiogoudien et